Bonjour. Voilà, aujourd'hui on commence la série de l'Occident imaginaire après l'introduction qu'on a faite la dernière fois. Et comme je l'ai mentionné la dernière fois, on a évoqué plusieurs thèmes, les importants et les plus importants. Et parmi ces thèmes, le thème central qui revient essentiellement et dont il faut s'occuper aujourd'hui comme préambule à une lecture raisonnable de ce qui se passe dans la conjoncture actuelle, surtout que ça commence à barder, on assiste à des avions qui tombent du côté russe, du côté israélien, etc. Et tout ça, ça pose la question de qui maîtrise quoi dans cette région du monde. On avait l'habitude, dans le beau vieux temps, si vous voulez, qu'on avait affaire à une hégémonie américaine dans cette région du monde. Et actuellement, on assiste à une remise en question de cette hégémonie. Les faits sont là, ils sont plus durs que les discours de M. Trump ou de M. Tillerson. Et pour approcher ce sujet aussi compliqué dans ses ramifications, il faut replacer, au moins théoriquement, cette hégémonie américaine dans le cadre du débat actuel sur la nature de ce qu'on a appelé depuis les années 2000 l'Empire. C'est-à-dire depuis la parution du livre Empire de Antonio Negri et Michael Hart, qui ont commis ce bouquin dans les années 2000 et qui répondent, d'après eux, aux exigences du changement de grille de lecture après l'apparition de ce qu'on appelle la globalisation des années 90, c'est-à-dire avec l'effondrement de l'Union soviétique. Alors, d'après cette hypothèse, d'abord, ce qui nous intéresse parmi les deux, c'est beaucoup plus Negri, qui est d'origine marxiste italienne, de Lutta Continua, maoïste, et qui, à un moment donné, a travaillé sa thèse en France sous la direction du fameux philosophe Deleuze, Gilles Deleuze, et dont il va s'inspirer en lui empruntant le concept de rhizome pour l'appliquer sur l'ordre international. C'est-à-dire, pour lui, la description qu'il donne de ce nouvel empire, qui n'est même pas américain d'après lui, puisque c'est multinational, c'est d'abord un empire qui n'est pas comme les autres, c'est-à-dire c'est pas comme une répétition de l'empire français ou de l'empire britannique ou de n'importe quel empire européen. Et deuxièmement, c'est un empire sans frontières. Et troisièmement, c'est un empire décentré, d'où le concept de rhizome, qui n'a pas de centre. Donc on ne peut pas dire qu'il y a à la tête de cet empire un État-nation qui s'appelle les États-Unis. C'est des multinationales. Et dans l'outil de domination, c'est devenu actuellement l'Internet à la place du train, qui était le moyen de communication entre le centre des anciens empires européens et leur périphérie. Et donc, ce concept d'empire lui permet de critiquer surtout les marxistes qui essayaient d'aborder l'ordre international avec l'outil théorique de Lénine
de l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Même si c'est un néo-marxisme revisité à la façon de Samir Amin et les gens qui ont fait des analyses marxistes de cet ordre, il est en train de nous dire que le tort de cette analyse marxiste, c'est de considérer que le capitalisme ou l'impérialisme, c'est un stade suprême, c'est comme si c'est la fin de l'histoire. Et après ça, il n'y a plus de stade. Or, la globalisation avec lequel commence le livre, et qui est une étape, une nouvelle étape après l'impérialisme, si vous voulez, puisqu'il s'agit de quelque chose qui a émergé à partir des années 90. Malgré le fait que, lorsque j'ai critiqué, moi, dans mes écrits, ce livre de Negri et Hart, c'est de dire qu'il est en train de tomber dans la même erreur qu'il critique, à savoir l'erreur des marxistes, de dire que le destin de l'humanité, c'est la globalisation. C'est-à-dire, il y a une fin de l'histoire aussi. C'est comme si tout le reste de l'humanité est à l'heure du village global d'Internet, ce qui ne correspond aucunement à la réalité des pays, surtout du monde arabo-musulman, parce que c'est là où on voit les lacunes de comment cet empire essaie d'analyser le reste du monde à partir de sa grille de lecture qui n'a rien à voir avec la réalité concrète de ces pays. Ils ont besoin peut-être d'avoir recours aux analyses de Ibn Khaldoun ou à la philosophie arabe pour justement savoir qui est quoi dans cette région du monde. Ce n'est pas des pays occidentaux, comme on en lit ici. Donc, quoi qu'il en soit de ce débat théorique, j'ai dit ça essentiellement parce que, d'après moi, dans ma critique de ce livre de l'Empire, je ne prenais pas au sérieux le concept d'un empire décentré. Pour moi, c'était tout à fait centré, cet empire, et ça s'appelait l'Empire américain. Et c'est ça, l'hégémonie de cet empire, qui est remis en question actuellement par les Russes. Et l'enjeu de ça, il se trouve que c'est le monde arabo-musulman. C'était le prétexte. Je viens de lire récemment quelque chose dans le Guardian britannique qui dit que l'Amérique a commencé à perdre son hégémonie et sa crédibilité depuis que Obama a refusé de défendre sa ligne rouge contre Bachar al-Assad dans l'emploi des armes chimiques. C'est là où ça s'est joué, le grand. Et depuis, ça dégringole, la crédibilité américaine dans la région. Et les Russes ont été pour quelque chose, pour trouver une issue à Obama qui ne voulait pas y aller en guerre malgré le discours qu'il a fait, surtout après que Cameron, à l'époque en Angleterre, a passé la décision à la Chambre des communes et ça a été refusé. Et donc, ce qui est remis en question aujourd'hui, c'est justement cette hégémonie américaine et qui nous donne un éclairage sur l'absence d'une politique américaine. On ne peut pas appeler ça une politique dans la région, c'est-à-dire face à ce qui se passe depuis 2015 au moins, depuis l'intervention russe en Syrie, à la demande du régime syrien qui était en train de s'effondrer. Et on constate parallèlement à ça une absence de riposte à la mesure des événements de la part des Américains. Ils étudient
une nouvelle stratégie. On n'a pas vu sa couleur, à part l'affaire kurde, là, comme quoi ils soutiennent en Syrie les Kurdes. Bon. Donc, entre-temps, il y a eu un enjeu crucial, c'est-à-dire Poutine, à l'approche du nouveau mandat qu'il cherche, il se présente aux élections en Russie, il veut se présenter avec deux atouts. Le héros de la guerre en Syrie, puisqu'il considère qu'il a gagné la guerre, et donc ça va lui donner de la popularité interne et un prestige international. Et deuxièmement, il va s'imposer en même temps comme héros de la paix. C'est lui qui est en mesure d'imposer une solution, au moins pour la Syrie, indépendamment des Américains. Il a besoin des Américains, mais pour décorer sa solution à lui, qui consiste à réhabiliter Bachar al-Assad. Il l'a fait comprendre à tous ceux qui ont assisté à son congrès de Sochi. Et il l'a dit clairement, si pour l'opposition syrienne, vous venez ici, vous reconnaissez Bachar al-Assad, quitte à discuter après d'une nouvelle constitution, de nouveau gouvernement avec lui, etc. Mais lui, il est là. Donc oubliez le slogan, le départ de Bachar al-Assad. Et donc, depuis, il accuse les Américains de ne pas cautionner cette initiative d'une solution russe. Il joue les gauchistes, c'est-à-dire tout d'un coup, les Russes ont perdu un avion Sukhoi 25 qui était abattu par une fusée SAM. Et depuis quand l'opposition syrienne a ce genre de fusée? D'où ça venait? C'est évident, c'était un message de quelqu'un pour les Russes, comme quoi et les Russes ont été obligés, pour récupérer le cadavre du pilote russe qu'ils ont consacré comme héros national, de négocier avec Jabhat al-Nusra, le front al-Nusra, qu'ils considèrent eux comme terroristes. Deuxième élément, c'est que les Iraniens, en accord avec la Russie ou pas, reste à savoir, commencent à un peu aller explorer du côté israélien. Là. Une fois qu'ils sont installés en Syrie, là, ils ont envoyé un drone qui a été abattu par les Israéliens. Et les Israéliens considéraient que c'était grave, puisque c'est la première fois qu'ils ont affaire à une chose pareille, et ils ont poursuivi les bases à partir desquelles c'est parti ces drones pour les bombarder en Syrie. Ils disent avoir atteint une douzaine d'objectifs. Et entre-temps, ils ont perdu, eux aussi, un F-16 abattu par une fusée, cette fois-ci russe. Peu importe si celui qui a lancé la fusée, il appartient au régime syrien ou aux Iraniens, mais pour qu'une chose pareille arrive, ça demande l'autorisation de Poutine, de la Russie, qui, elle, domine le ciel de la Syrie depuis 2015 avec son système de défense S-400. Et donc, c'est un message à double tranchant. D'une part, c'est un message aux Israéliens, comme quoi, si vous voulez survoler la Syrie, il vous faut l'autorisation cette fois-ci de Moscou, mais non pas de Washington. C'est fini, l'ancien jeu. Le nouveau patron est là. Et deuxièmement, c'est un message à Trump lui-même,
c'est-à-dire un double message. D'une part, si vous jouez au feu en descendant un avion Sukhoi 25, voilà, on est capable de faire pareil avec votre protégé Israël. Et c'est un message aussi à Trump comme quoi ça ne vous sert à rien de faire un cadeau à Israël, Jérusalem, capitale d'Israël, puisque Israël travaille avec le nouveau rapport de force dorénavant en Syrie, et nous sommes les patrons. Les leçons à tirer de tout cet amas d'événements qui se sont précipités récemment et qui annoncent des nouvelles règles du jeu dans la région, surtout avec l'offensive turque qui est autorisée aussi par Poutine contre les Kurdes qui sont considérés comme les alliés principaux des Américains. Voilà. On en parlera plus longuement la prochaine fois et merci.